Donc maintenant, je vais aborder la question de la congélation planifiée des ovocytes. Je vais essayer de les confronter aux principes éthiques et parler principe par principe à quoi ça nous expose quand on parle de congélation planifiée des ovocytes. Évidemment, comme premier principe, on ne peut pas parler donc de principes éthiques sans parler de la bienfaisance et de la non-malfaisance, mais comme je suis dans un public donc médical averti, je ne rappellerai pas ces notions-là, mais je partirai directement vers la discussion de la congélation par rapport à la bienfaisance et la non-malfaisance. Suivante, s'il vous plaît. La bienfaisance, donc, quand on parle de congélation planifiée par rapport aux femmes, évidemment, on va dire que cette technique va offrir aux femmes l'opportunité de retarder l'âge de la conception. C'est l'évidence même et c'est un acquis majeur et ça va permettre de promouvoir l'égalité entre les sexes par rapport aux femmes qui veulent conduire une carrière plus longtemps, par rapport aux femmes qui pour une raison ou une autre, donc retardent l'âge du mariage, elles ne sont pas rattrapées par l'hormone biologique, ce qui va permettre également de diminuer le stress par rapport à cette question-là et accorder aux femmes la liberté justement de choisir le moment de la conception. Et puis ça va également permettre l'utilisation d'un ovocyte jeune et éviter de la sorte les maladies génétiques associées à l'âge tardif des mères. Parce que quand on va congeler à 32 ans ou à 36 ans, ce qui est des ovocytes, ce n'est pas les mêmes ovocytes qu'on va avoir quand on a 42 ou 43 ou 45 ans. Suivante. Donc, la non-malfaisance, sur le plan strictement médical, évaluer les risques des effets collatéraux, infections, impact de l'hormonothérapie qui peut s'associer donc à ces techniques, ces risques seraient minimes. En tout cas, je n'ai rien trouvé dans la littérature, mais je suis mal placée devant des gynécologues à en parler. Mais en tout cas, sur ce plan-là, la littérature n'en parle pas comme étant quelque chose qui est porteur de risques. Mais par contre, la question posée par les articles qui traitent de l'éthique, mais est-ce que les données scientifiques sont-elles suffisantes quant à l'évolution à long terme ? Si sur le champ, il n'y a pas de risque majeur, mais à long terme, qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce qu'elle offre des garanties quant à la qualité des ovocytes après congélation de plusieurs années? La non-malfaisance, encore une fois, donc tenir compte des risques suivants. Donc beaucoup d'auteurs se posent ces questions et donnent des consignes par rapport à ça. C'est le risque de mettre plus de pression sur les femmes sur la nécessité de la reproduction. Parce que quand on leur dit à 36 ans, 38 ans, vous avez la possibilité de congeler, vous avez la possibilité de congeler, c'est un message indirect ou même direct pour dire la reproduction est quelque chose qui doit être systématiquement dans votre projet de vie. Fausse réassurance quant aux possibilités de procréation à un âge tardif, parce que quand on voit la réussite de cette... c'est quand même des chiffres, moi, je n'oserais pas les avancer devant des gynécologues aussi, mais vous allez en parler, mais les chiffres, quand même, dans la littérature sont un peu... l'impact d'une grossesse à un âge avancé sur la santé de la mère, ça c'est l'autre question, mais surtout, et moi en tant que pédopsychiatre, j'en parlerai un peu plus, c'est l'impact sur la santé de l'enfant et en particulier sur sa santé mentale et sur la qualité des interactions précoces mère-enfant quand la mère est un peu trop âgée et d'où la question de l'âge limite par rapport à jusqu'à quel âge on peut se permettre ça, parce que justement, quand le gap intergénérationnel est trop important, évidemment, ça retentira sur la qualité des interactions précoces enfants-parents, et ça rappellera beaucoup donc les relations grands-parents et pas parents, et en plus avec la place que peut occuper ces enfants, qui peut rappeler les enfants rois. Donc il faut tout un accompagnement psychologique de ce genre de technique quand l'âge est assez avancé. Suivante, s'il vous plaît. Le principe de l'autonomie, je passe pour parler de la question de l'autonomie, mais je ne le définirai pas. Donc la congélation des ovocytes est un acte qui concrétise, voire symbolise l'autonomie des femmes. Et ça, c'est quelque chose quand même très important. La femme décide à quel âge et quand est-ce qu'elle veut avoir
un enfant, et c'est quand même très très important. Elle peut décider quand et à quel moment, donc comme je viens de le dire, en réduisant les contraintes liées à l'âge. La congélation programmée des ovocytes donc diminue le stress social quant à l'âge du mariage et de la procréation, et on sait que plusieurs femmes s'embarquent dans un lien de mariage parfois vers l'âge de après 35 ans, juste parce que l'horloge biologique est là, et le choix du partenaire n'est pas toujours très solide, mais il faut avoir des enfants avant que ce soit trop tard. Là, avec la congélation, c'est quand même une liberté importante. Suivante. Mais plus de pression sur la nécessité d'être mère, c'est le message social. Et puis, il y a certaines pratiques inquiétantes et qui dépossèdent les femmes de toute autonomie. Par exemple, justement, ce qu'a fait Google et Facebook, les grandes firmes, c'était loin d'être une liberté, mais c'était une injonction pour les femmes pour ne pas avoir d'enfants en pleine phase de rendement professionnel. Et donc, jeunes cadres dynamiques, ils veulent les garder au maximum, retarder l'âge du mariage, de la reproduction en congelant et donc, il faut également voir les choses de ce côté-là. C'est le message également dont il faut tenir compte. Et puis, risque de commercialisation de la procédure, donc avec tendance aux propositions insistantes de la part des prestataires de services. Et je me rappelle, donc, il y a eu des discussions où, très rapidement, la question, c'est un marché très important qui fait que beaucoup ont peur d'aller dans ce sens-là. Suivante. Donc, le principe de justice, évidemment, donc, ça découle d'un idéal juste collectif et ça rappelle donc la non-discrimination, l'universalité, l'accès aux soins pour tous, l'équité et la solidarité. Suivante. Et là, la question de la congélation, elle pose également problème par rapport à la justice et à l'équité, parce que ça a un coût, et je parlerai un peu plus du coût. Mais est-ce que les femmes mariées et les femmes célibataires auraient les mêmes chances, les riches et les pauvres, les milieux sociaux, donc d'une manière globale, les pays du Sud, les pays du Nord, les immigrés, les natifs du pays. Donc la question de la justice doit également être particulièrement discuté. Le consentement éclairé, donc les fournisseurs de ce service, et on a vu l'avis du comité d'éthique donc américain, les suivantes. Les fournisseurs de ce service doivent absolument veiller à l'information exhaustive des femmes autour de l'efficacité, de la sécurité, des bénéfices et des risques, mais surtout de tous les domaines où les données scientifiques restent incomplètes ou inconnues à long terme. Suivante. Et enfin, le respect de la dignité humaine, la dignité des femmes demandeuses d'un tel service devrait impérativement être respectée. Et là, je rappelle justement la discussion de l'année dernière où il y a eu beaucoup de violence et d'agressivité vis-à-vis des femmes qui ont demandé, qui ont annoncé publiquement le vouloir, et alors que elles sont particulièrement, donc c'est comme toute personne humaine qui demande un service médical qui doit être discuter socialement, certes, mais qui, s'il est possible de le fournir, c'est leur droit de le demander, mais la discussion doit respecter leur dignité. Suivante. La question du coût, et donc évidemment, toute avancée de la science a un coût, il faut tenir compte le taux de réussite de l'utilisation des ovocytes congelés, c'est un élément fondamental, et les taux d'utilisation également des ovocytes, parce que c'est ce qui a été discuté dans plusieurs articles, parce que ces taux-là n'étaient pas particulièrement élevés dans plusieurs pays. Mais faire attention, la question du coût n'a été posée que quand la demande est devenue motivée par un souci d'autonomie des femmes. Ça, on reste très, très fréquemment, on avance la question du coût que quand ça rend service à une population bien déterminée. Donc, que conclure, la congélation programmée des ovocytes est une avancée importante pour reculer l'âge de la procréation et de permettre aux femmes une marge d'autonomie dans la décision du temps de la procréation. Elle doit être conditionnée par un consentement éclairé où les informations transmises sont exhaustives et basées sur des connaissances scientifiques validées. Elle doit garantir la justice et l'équité entre les femmes et garantir la non-discrimination en fonction de l'âge, de la classe sociale, du niveau d'instruction, de la couleur, de l'origine ethnique et géographique. Suivante, s'il vous plaît. Elle doit permettre de faire une balance entre le coût et la rentabilité. Et, à mon avis, il est très important d'organiser la congélation planifiée des ovocytes en Tunisie le plus tôt possible afin d'éviter une évolution anarchique de la pratique basée sur plus de discrimination et qui peut s'éloigner des règles éthiques. Et plusieurs questions sont à discuter, l'âge de la congélation et délai d'utilisation
conditions et lieux de sa pratique, prise en charge par la CNA. Donc plusieurs questions doivent être, mais dans tous les cas, on doit, à mon avis, la société, pas seulement la société, et les décideurs ont un rôle à jouer au niveau de la législation pour permettre à cette pratique d'évoluer dans des bonnes conditions. Et je vous remercie. Merci Ahlem pour ce tour d'horizon d'éthique. Vous avez passé à revue tous les volets de l'éthique médicale, surtout en procréation médicalement assistée. Et je vais profiter de la présence de Joël Belaïch qui va nous donner son avis sur l'éthique médicale. Et à vous la parole. S'il vous plaît, micro, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est une excellente idée d'avoir fait parler un non-gynécologue sur le sujet. Donc, merci vraiment. Je vais juste me permettre de dire plusieurs choses. Tout d'abord, le Comité consultatif national d'éthique en France a également tranché et a rendu un avis favorable en 2018. Ensuite, alors je vais répondre comme gynécologue. Toutes les études à l'heure actuelle montrent que ce ne sont pas les femmes carriéristes donc, qui veulent faire une congélation d'ovocytes. Et là, c'est dans tout le monde. Et alors en Tunisie, je connais moins de publications sur la Tunisie, je l'avoue, mais j'ai l'impression que c'est aussi la même chose. Ce sont des femmes qui n'ont pas rencontré le prince charmant, l'homme avec qui faire un enfant. Et c'est un effet, c'est ce que je disais hier soir, de l'émancipation des femmes, qui est un point super positif. Les carrières, le fait que les femmes font plus souvent des métiers intéressants, gagnent plus d'argent et qu'elles ont du mal à rencontrer un conjoint qui veuille bien s'engager avec ces femmes. Et donc, elles n'ont pas de l'homme avec qui faire un enfant et c'est la raison majeure. Et dans toutes les études maintenant et dans toutes les études scientifiques, quand on interroge dans tous les pays qui a fait une autoconservation, c'était pas du tout pour pouvoir faire carrière tranquillement, c'était uniquement parce qu'elles n'avaient pas celui avec qui faire un enfant. Ça, je crois que c'est un aspect extrêmement important qu'il faut le souligner. Ensuite, je voulais revenir sur l'analyse de Facebook et de Google. Il faut bien se remettre dans le contexte américain qui n'est pas ni notre contexte français ni votre contexte tunisien. Rappelons-nous qu'aux États-Unis, rien n'est pris en charge ou quasiment. Et que si on offre une prise en charge, que ce soit pour une entreprise qui offre la prise en charge des lunettes des enfants ou des soins dentaires des enfants, c'est un cadeau fait aux femmes. Et je ne crois pas que ce soit une incitation à faire un enfant plus tard. Et je voulais vous expliquer. Quand on a des jeunes cadres dirigeantes de 35 ans, si elle est enceinte et qu'elle s'absente, bon, on va la remplacer facilement. Si vous avez un PDG de la cinquantaine qui aurait attendu pour faire son enfant à 50 ans, elle, son arrêt de maternité va être une catastrophe pour l'entreprise. Or, ni Google ni Facebook ne sont des enfants de cœur. S'ils ont dit qu'on offrait l'autoconservation, c'est pas du tout pour se priver d'une dirigeante de 50 ans. C'est au contraire pour faire un cadeau aux femmes et pour renforcer l'autonomie. Donc, je crois qu'il y a eu toute une discussion, comme vous l'avez dit, sur l'interprétation de l'acte de Facebook et de Google et que ça a été mal interprété par des gens qui étaient contre l'autoconservation. C'était un cadeau. C'est pas une façon de dire aux femmes faites votre enfant à 50 ans, parce que se priver d'une dirigeante de 50 ans, c'est bien plus ennuyeux que de se priver d'une jeune femme de 35 ans qu'on pourra remplacer. C'est la même chose dans nos services de médecine. On arrive à remplacer un interne ou un assistant. C'est bien plus compliqué de remplacer un dirigeant. Ça, c'est pas possible. On le sait bien tous. Donc, je crois qu'il faut réfléchir. L'autoconservation sans indication médicale, celle qu'on peut appeler l'age banking. Alors, en France, malheureusement, la loi a tranché, c'est sans indication médicale. Et vous avez raison, madame, c'est pas un bon mot, et c'est très péjoratif. Mais c'est comme ça. Et la seule originalité française, pour conclure, c'est ce que je disais hier, c'est que c'est pris en charge à 100%, mais que nous, on est le seul pays dans le monde, on le paye par le fait qu'il y a des limites. C'est nous, ça n'est possible qu'après 29 ans révolus, avant 37 ans. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées, puisque les femmes françaises, effectivement, avant, elles allaient à l'étranger, elles payaient. Et il faut se dire on peut se dire que c'est choquant sur le principe justice de éventuellement faire payer, mais c'est pas si choquant parce que qui fait une autoconservation? Les femmes qui font des enfants plus tard. Qui fait les enfants les plus tard? Les femmes les plus diplômées. Ça, c'est aussi prouvé dans toutes les études. Les femmes les plus diplômées qui ont un tout petit peu plus d'argent que les autres pourraient peut-être payer et ne pas avoir de limite d'âge. C'est juste une réflexion pour l'avenir. Mais merci de m'avoir donné la parole. Merci, docteur Belaïch.